Voilà. Les personnes auditionnées à ce jour sont, dans le désordre, Monsieur Bouscatel du Stade Toulousain, Monsieur, alors je ne vais pas dire tous les noms bien, mais on a les 2 présidents des comités urbains de Toulouse. Je confonds toujours, mais il y en a une du Nord, une du Sud, ou je ne sais pas quoi. Ouais. On a le président du groupe du pôle de compétitivité santé, qui doit s'appeler Alliance Santé. D'accord. On a le président d'ATR. On a le directeur de l'ENAC. Ouais. On a le président du Césaire, Conseil économique, social, environnemental régional. D'accord. J'oublie qui J'oublie quelques personnes. Des gens de ADS. Oui, les représentants du comité central d'Airbus, FO et CFE-CGC. Donc il y a des sociaux, des économiques, des politiques. Économique essentiellement aéronautique quand même, c'est ça, principalement. Oui. Alliance Santé, c'est pas aéronautique, Ouais, et vous c'est non santé. plus. Donc vous venez pour équilibrer. Voilà. Parce que justement, donc, l'idée, c'est de comprendre à la fois le territoire, à la fois votre secteur d'activité, à la fois la société française, la société globale, et ce que sont les racines de la performance, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fait qu'un système parvient à fonctionner sur la durée, ou quels sont les risques dans lesquels on est globalement. Donc, moi je m'appelle Jean-François Chantaro, j'anime l'ODIS, qui est une organisation bicéphale, un centre de recherche et de conseil, et une association d'intérêt général qui regroupe des personnalités de toutes les sphères, un peu à l'image des personnes que je viens de citer, et qui se reconnaissent dans la même envie d'aider à construire une société qui fonctionne mieux, en partant du principe que tout seul on n'y arrive beaucoup moins bien que si on est à plusieurs. Donc la question c'est comment faire pour s'y mettre. C'est comme ça, c'est parce que là vous êtes allé un peu sur Pôle, c'est ça que vous devez, voilà. vous devez avoir peut-être suivi. C'est l'un des acteurs qu'on a rencontré qui a dû nous orienter. Voilà, et effectivement on essaie de faire l'innovation sociale en fait au sens large. Donc, c'est en lien avec le thème que vous Voilà, alors donc on va peut-être enchaîner directement, mais tu dis un mot. Donc, moi je suis Éric Paul, Paul c'est mon nom. Je suis en charge du marketing sur tous les réseaux nationaux pour le groupe Harmonie Mutuelle. Donc Harmonie Mutuelle, c'est le regroupement de chez ici une mutuelle qui s'appelle Santé et Vie, que vous devez connaître. Santé Vie qui s'est regroupée avec une mutuelle qui s'appelle Prévadiès, Harmonie Mutualité, une mutuelle dans le Rhône-Alpes qui s'appelle Existence. Voilà. Et ensemble, nous formons une nouvelle mutuelle fusionnée en 2013 avec 4,5 millions de clients, et nous sommes la première mutuelle santé en France. D'accord. Voilà. Et moi, je suis en charge du marketing. Et donc à quel titre vous êtes là alors Donc Harmonie, c'est du club de partenaires et partage les valeurs. Nous partageons les valeurs d'Odyssée, et quand Odyssée, on va vous expliquer, nous a indiqué qu'il souhaitait comprendre ces fameux mécanismes, racines de la performance et puis innovation sociale, amélioration du dialogue social. D'accord. C'est bien entendu des valeurs que nous partageons. Et nous souhaitons être un petit peu catalyseurs, en tout cas apporter notre pierre à l'édifice dans cette recherche-là. D'accord. Alors, donc notre calendrier, on a commencé il y a en gros 2 mois et auditionné une dizaine ou une douzaine de personnes. Dans cette première phase, vous êtes le dernier à être auditionné. Et nous réunissons les personnes auditionnées le 10 juillet, comme je vous l'avais indiqué. Donc ça se passera au Conseil régional. Vous serez cordialement invités. Vous êtes cordialement invités. Je vous en avais dit un mot. C'est à Toulouse, c'est ça ? C'est à Toulouse, au Conseil régional. D'accord. À l'hôtel de région. Oui, je pense. Et donc là, les personnes que j'ai citées tout à l'heure seront présentes. Alors c'est un exercice un peu original dans la mesure où personne ne doit rien à personne dans tout ça. Il n'y a pas d'autorité hiérarchique, il n'y a pas un chef qui est là à dire aux autres ce qu'il faut faire. On va bâtir ensemble un diagnostic, réfléchir ensemble à ce qu'il faudrait faire pour essayer d'inventer une société qui marche encore mieux, un territoire qui marche encore mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dynamiser l'économique, le social, le politique, le territoire dans son ensemble.
Alors, vous avez l'avantage d'arriver après les autres. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est tester des bouts d'idées avec vous qui ont pu remonter. Mais avant de vous soumettre des bouts d'idées, vous avez dit que vous êtes dans l'innovation sociale chez vous. Alors d'abord peut-être quelques mots sur moi et sur Pau et sur l'entreprise, peut-être en introduction. Moi je suis donc président de Pau depuis 2001, donc ça fait presque 12 ans maintenant. Je suis arrivé là par le private equity, j'ai travaillé dans le private equity pendant des années à Paris. Et Pau était un des actifs dans des fonds dans lesquels j'ai travaillé et qui n'allait pas très très bien à la fin des années 90, début des années 2000. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé là. Je devais rester que 2 ans et finalement 12 ans après je suis là encore. J'ai été revendu avec l'Audubin en 2006 à un autre fonds. Donc on est une entreprise qui est sous... Je le dis aussi de façon en introduction parce que c'est important aussi pour comprendre la suite. Puisqu'on est aussi une entreprise sous LBO depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et donc vous détenez quelle partie du capital? Alors le fonds qui est LBO France aujourd'hui détient 95%, et moi et quelques managers on détient 5% du capital. S'agissant de Poultz, on fait à peu près 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 1800 personnes. On est le numéro 2 du biscuit en France, derrière lui, que tout le monde connaît, et probablement dans les 10 biscuitiers européens. Donc on a aussi une filiale en Pologne depuis 2 ans. En France, on fait essentiellement une stratégie de marque des grandes surfaces, marque distributeur, on ne peut pas le citer, et sous-traitance pour des grands groupes, comme Pepsi-Cola, comme Kraft, comme United Biscuits par exemple. On a pu travailler pour Nestlé aussi. Voilà. Et en Pologne, on a plutôt une stratégie à la fois de marque, on a une marque assez forte en local, on est le numéro 3 du biscuit en Pologne, et aussi une stratégie de marque distributeur. Un groupe qui s'est construit au fil des années, parce que moi quand j'ai repris l'entreprise, ça faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est gagné à peine de l'argent. Et donc on a fait x5 à peu près en 10 ans, le chiffre d'affaires en 3 ans, je suis un résultat beaucoup plus, heureusement. Mais à la fois de la croissance organique et de la croissance externe. Voilà. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Alors, innovation sociale. Pareil pour les salariés, je pense. Pardon ? Pareil pour le nombre de salariés, vous avez dû croître. Ah oui, quand je suis arrivé, il y avait une usine à Montauban, c'était tout. Qui était là historiquement depuis toujours, en fait. Et donc oui, on devait être 300, 350, on est 1800, donc on a fait un peu plus, presque fois 6, quoi, salariés. C'est une belle histoire. Alors, moi, si vous voulez, depuis que... J'allais dire que c'est presque depuis que je travaille, j'ai d'autres vies dans d'autres entreprises, évidemment. Puis j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal circulé, j'ai pas mal visité. Mais en fait, il y a toujours au moins 2 constats qu'on peut faire sur la plupart des entreprises qui existent, qui nous entourent, malheureusement. C'est à la fois qu'elles ne sont pas très, très innovantes, au sens large, pas simplement sur le plan social. Et aussi, surtout, j'allais dire, que la plupart des gens qui y viennent ne sont pas très enthousiastes à venir y travailler. C'est moins compliqué. Une dernière enquête montre, je pense que près de 2 tiers des salariés français n'aiment pas ce qu'ils font au travail. Il faut se rendre compte que que font les managers? Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, il y a ces 2 choses-là, si vous voulez, moi qui me travaillent depuis toujours. L'innovation et l'enthousiasme. L'innovation et l'enthousiasme, sachant qu'évidemment l'un va avec l'autre, mais vous allez pouvoir trouver certaines entreprises qui sont très innovantes, qui ne sont pas très très enthousiasmantes, et inversement. C'est plus rare de trouver des entreprises très très enthousiasmantes qui ne sont pas très innovantes, mais ça peut arriver. J'ai quelques exemples en tête. Donc à partir de là, moi j'ai tous les DRH avec qui j'ai pu travailler, poser ces questions, j'en ai trouvé. Et puis on a commencé, moi et quelques cas, on a commencé... Alors évidemment, depuis que je suis en responsabilité, ces questions-là reviennent avec beaucoup plus d'acuité, parce que quand vous êtes en responsabilité, normalement, vous êtes quand même capable de faire bouger un peu le navire. Vous avez les manettes. Voilà, donc vous avez les manettes, donc j'avais plus tellement d'excuses pour ne rien faire. Et donc on a beaucoup voyagé, on a beaucoup circulé, on a beaucoup visité l'entreprise, on a beaucoup lu aussi, beaucoup de littérature comme ça. Quand vous dites on, c'est-à-dire vous avez organisé... Moi et quelques cas. Mais vous l'avez fait sur votre temps libre ou vous vous êtes dit, on va aller voir la Chine, on va aller voir l'Argentine, on va aller aux États-Unis? Non, c'est pas longtemps de travail, hein. Enfin, on y a passé du week-end aussi, mais enfin, essentiellement pendant le... Vous avez fait des séminaires extérieurs? Vous avez fait des voyages de découverte? Des voyages de découverte, oui. Comment vous faites ça?
Oh, si vous voulez, on a été accompagné par des gens qui sont dans le domaine de l'innovation sociale, en fait, qui connaissent des entreprises qui sont très innovantes de ce point de vue-là. Il y a une entreprise, alors, je vais vous en citer quelques-unes, je ne sais pas si vous les connaissez, mais une entreprise brésilienne qui est très connue, qui s'appelle Semco, emblématique, qui a fait plus de 25% de croissance pendant 25 ans chaque année, en faisant que de la croissance organique, en étant essentiellement sur l'innovation sociale. C'est assez impressionnant. Il y a d'autres sociétés qui sont un peu plus connues, Gore, que tout le monde connaît, le Gore-Tex. Gore est une société très très innovante sur le plan social. Parce que déjà au niveau technique, elle est très innovante. Oui, ben, voilà. Aussi parce qu'elle est, je pense que c'est aussi parce qu'elle est très innovante sur le plan social. D'autres entreprises, Whole Foods, qui fait du retail aux États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, peut-être que vous connaissez ces chaînes de magasins Whole Foods, qui sont très très innovantes sur le plan social. Après, il y a des sociétés françaises, quelques-unes, Favi, je ne sais pas si vous connaissez Favi, voilà, qui est dans la sous-traitance automobile. Il n'y en a pas tellement en France. Enfin, si vous voulez, donc... Et donc ça, c'est votre initiative, c'est vous qui avez... vous appelez les gens, vous dites un jour... bien sûr. Bonjour. On essaye via, si vous voulez, de trouver les mots. Alors on a beaucoup lu aussi, on a même lu des choses sur Pixar, sur 3M, sur Apple, évidemment, sur Google. D'accord. Donc, cette entreprise-là, on n'a pas pu visiter, mais voilà, on a essayé de faire, si vous voulez, une espèce de benchmark extrêmement large sur les entreprises qu'on pensait, nous, effectivement, être innovantes socialement et innovantes sur le plan... Aller chercher des bouts des modèles. Là. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est que nous, on est convaincus qu'en fait, c'est l'innovation managériale qui est l'avantage concurrentiel ultime, en quelque sorte. Qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens, ce qu'on fait la plupart des entreprises. Qu'il faut réinventer en tout cas l'entreprise et les règles de vie commune que font les entreprises. Essentiellement déhiérarchiser, faire moins de management, plus de communauté, moins de contrôle, plus de liberté. Comment on fait moins de contrôle alors là, nous, si vous voulez, nous on l'a fait depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc ça, c'est sur la partie, on est bien dans la partie innovation sociale. Hein. Et nous, on l'appelle, c'est démocratiser l'entreprise. C'est assez paradoxal qu'en tant que citoyen, on n'accepte pas d'être dans on accepterait plus probablement d'être dans une dictature, en tout cas une non-démocratie, et en tant que salarié, les entreprises sont quand même très très hiérarchiques, et très très autoritaires, très centralisées, avec des règles, des procédures dans tous les coins. Tout ça pour éviter que les 3 ou 4 ou 5% fassent les passagers clandestins, ou fassent les fraudeurs, ou fassent tout ce que vous voulez, mais voilà, au lieu et ça empêche les 90%. Vous donnez la chance aux 97. Voilà, moi c'est ceux-là qui m'intéressent, c'est pas les 3 ou 4 qui, de toute façon, ils existent. Voilà. En même temps, d'ailleurs, ce qu'on a fait, moi je considère qu'on fait, après je dirai concrètement évidemment, parce qu'il y a plein de choses concrètes qu'on a fait. En même temps, je pense qu'on fait œuvre d'utilité publique aussi. C'est bien. C'est-à-dire qu'on réconcilie les gens avec l'entreprise, c'est très important dans le moment dans lequel on est, et on réconcilie les gens avec leur élite sociale. Il y a quand même une déconsidération générale des élites en France, mais ailleurs, sociale, économique, politique, évidemment, on n'en parle même pas, mais économique aussi. Et donc en faisant ça aussi, on fait œuvre de cette... Voilà, il y a une vraie réconciliation chez nous avec les élites de l'entreprise, si vous voulez, avec les cadres dirigeants, de la part des salariés, et avec l'entreprise d'une façon générale. Donc, les gens ont de nouveau confiance, retrouvent du sens dans l'entreprise. Et in fine, si vous voulez, moi c'est ça qui me préoccupe le plus, qui m'occupe le plus, c'est quel est le sens que vous donnez à travailler dans l'entreprise. C'est ça qui est important. Moi je fais des biscuits, mais... c'est pas pour ça qu'on est tous ensemble. C'est pas ça qui est important. Alors c'est quoi le sens pour vous ? Justement, on sait tous, quand on est dans une entreprise, on sait tous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde est capable de le dire. Comment on le fait ? Tout le monde est capable de le dire. Pourquoi on le fait ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, notre sens, justement, c'est de réinventer un monde nouveau, c'est de changer le monde, c'est de faire une société, donc au sens de l'entreprise, c'est de faire une entreprise qui est très très différente du monde qui nous entoure. Plus solidaire, plus juste, plus équitable, mais aussi plus efficace, plus résiliente, je préfère le terme plus résiliente. Et donc c'est ça notre mission, c'est ça le sens de ce qu'on essaie de faire. Et ça donne des résultats remarquables. Donc là vous dites ces deux choses, c'est le comment et le pourquoi, Ouais. le mode managérial avec des pratiques qui sont moins contrôle, plus de liberté, et la raison d'être. Et c'est lié, hein, c'est lié. Oui. C'est les deux pieds d'une même démarche. Il faut les deux. Comment et pourquoi. Ouais. Et donc, dans le pourquoi, ce que vous dites, c'est que le sens que vous donnez à votre action n'a finalement rien à voir avec votre activité. Absolument.
Donc c'est pas ça, si vous voulez, alors bien sûr, c'est ce qui nous fait vivre au quotidien, mais le sens de la mission ultime dans cette entreprise, c'est pas ça. Parce que justement, c'est de réinventer un monde nouveau. Nous, on est occupé à réécrire, par exemple, avec les salariés. Je vous expliquerai ça en détail après. Ouais. On est en train de réécrire notre propre constitution, par exemple. C'est quoi les règles? Parce que comme on a abandonné tout le modèle ancien, de fait de règles, de procédures, d'autorité, etc., on a abandonné, il y a un monde nouveau à inventer, et donc il y a de nouvelles règles de vie commune à inventer. Donc il faut qu'on les écrive. Et alors, sur quoi vous avez des sujets que vous prenez les uns après les autres? C'est quoi le management aujourd'hui? Vous êtes dans une entreprise et vous dites comment est-ce qu'on l'organise cette entreprise? Quelles sont les décisions qu'on doit prendre et comment on les prend? C'est quoi? Enfin, vous les connaissez, c'est les budgets, les plans, les bonus, les recrutements, les licenciements, les augmentations de salaire, les décisions d'investissement, les décisions de dépenses courantes, les décisions de recrutement, enfin toutes ces décisions-là, si vous voulez, on est en train de réinventer de nouvelles règles pour les prendre et faire en sorte que, en fait, l'ensemble des salariés s'approprient l'entreprise et puissent participer à l'ensemble de ces décisions. Vous proposez de changer de siège parce que quand on enregistre, c'est on va pouvoir utiliser. Oui, je ne sais pas si les autres vont. Ouais, c'est plus. Je sais pas si. Voilà, évidemment, avec le son et la caméra, ça ne va pas être terrible. Donc, ça a l'air mieux. Bon, je vais essayer de moins bouger. Non, restez naturel. Il n'a pas osé vous le dire, mais... Plutôt de changer de chaise, c'est plus facile. De toute façon, on prendra des tout petits bouts. Hein. Oui, bien sûr. Donc vous dites qu'il y a des processus de mise en commun pour porter des diagnostics, définir, prendre des décisions ensemble. Bien sûr, on a tout refait. Il n'y a plus de comité de direction. Alors ça va. Donc il n'y a plus d'organigramme fonctionnel, il n'y a plus de silo, il n'y a plus de titres en interne. Les titres, ils sont importants pour les CRM, mais il n'y a plus de titres en interne. Ah, il y a quoi? Voilà. Alors, on a organisé l'entreprise par famille de produits, famille de clients et communauté d'expertise. D'accord. Et donc, dans ces... Bon, ça c'est sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Et dans ces équipes famille de produits, équipes famille de clients et communauté... Voilà, communauté d'expertise, c'est facile. Dans une entreprise, vous avez toujours des gens qui font de la compta, vous avez toujours des gens qui achètent, vous avez toujours des gens qui font du marketing, vous avez toujours des... Donc ces communautés d'expertise-là, il faut qu'elles existent. Et il faut bien sûr continuer à les développer et augmenter à la fois leur niveau. Et donc chaque communauté, chaque famille est organisée comment? Il y a un chef de communauté? Alors il y a une dizaine de personnes dans chacune de ces familles de produits. Souvent, parce que comme on n'est pas une énorme entreprise, si vous voulez, vous avez les mêmes dans plusieurs familles. Vous allez avoir, nous, ce qui est une exigence, qui est dans notre constitution en quelque sorte, c'est de dire qu'il faut que ces équipes soient représentatives. Représentatives sur le plan géographique, représentatives sur le plan des fonctions, hein, et représentatives sur le plan, j'allais dire, du collège, enfin, au sens social du terme, hein, c'est-à-dire ouvrier, employé, cadre, des statuts, quoi. Voilà. Représentatifs des métiers, des compétences et des statuts. Des compétences, des zones géographiques, parce qu'on est quand même dans beaucoup de sites, on a 5 usines en France, hein, plus un site logistique, donc on est quand même bien maillé sur le territoire. Alors, je reviendrai après à votre question. Donc, on a ces trois équipes-là, et puis on a 2 équipes à côté. Les équipes s'occupent de tout ce qui est CAPEX. Ça, c'est famille produit. Hein. C'est les familles de produits, familles de clients et comité d'expertise. D'accord. Puis on a d'autres équipes encore qui s'occupent de décider des investissements. Toujours le même principe, il y a une dizaine de personnes représentatives, enfin je ne vous fais pas le truc. On a une autre équipe qui s'occupe aussi des recrutements. Toujours le même principe, une dizaine de personnes représentatives, enfin, etc. On a une autre équipe qui s'occupe aujourd'hui de bâtir une politique de rémunération pour les cadres, par exemple. Donc là aussi. Alors là, vous allez trouver que des cadres, évidemment, voilà, à ce stade. Mais autre point important, et ça répond à votre question, en partie en tout cas, c'est que ces équipes doivent tourner. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de leadership. Les leaderships sont tournants. Tous les 3 ans, l'équipe est renouvelée, en fait. Pour pas qu'il y ait des rentes de situation, de pouvoir qui s'installent. Statutairement, vous avez décidé tous ensemble, personne n'a vraiment resté 3 ans dans la même équipe. Dans la même équipe. La même équipe. D'accord. Et plus, on n'a même pas droit non plus à avoir plus de 2 mandats. D'accord. Donc vous pouvez être dans 2 équipes, mais vous ne pouvez pas être dans toutes les équipes. Ah oui, donc vous dites que chacun de ces groupes de personnes regroupe une dizaine de personnes représentatives qui sont élues par les autres. Non, c'est pas élu. Non, c'est volontariat. Par vous, volontariat. C'est du volontariat. Mais c'est un mandat quand même. Oui, c'est un mandat. Vous avez un mandat de 3 ans. Donc vous êtes volontaire, vous levez la main, vous dites j'aimerais bien faire partie de telle équipe, et donc il y a quelqu'un qui décide, c'est peut-être vous, ou il y a un groupe, une communauté qui décide qui participe au communauté. C'est l'équipe qui accueille en fait. Hein. C'est l'équipe qui accueille. D'accord, ah oui. C'est l'équipe qui accueille, qui sélectionne
les entrants. D'accord. Alors D'accord. la première fois, c'est bien sûr, c'est moi et quelques cadres qui Il faut avons nommé, désigner, etc. ouais. Mais après, la rotation se fait comme ça. D'accord. D'accord. Donc c'est l'équipe qui accueille, donc si vous Et êtes ça 15, vit tout l'équipe seul. de 10 personnes qui accueille les 5 nouveaux, enfin les 5 nouveaux, ils peuvent être 10, mais qui les sélectionnent, qui les recrutent, parce qu'il faut un certain nombre de compétences, porter un certain nombre de compétences, d'envie, de valeurs, etc., pour rentrer dans cette équipe-là. Donc ça, c'est la façon dont l'entreprise fonctionne au quotidien. On a aussi réorganisé tous nos sites industriels avec les gens. Quand on a réorganisé les sites, on arrête l'usine pendant une journée, on met les 400 personnes dans un théâtre et on réorganise le site avec eux. D'accord. On a supprimé 2 à 3 niveaux hiérarchiques dans chaque usine. On a donné beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité aux ouvriers. Et quand vous dites avec eux, ça c'est une journée. Oui, mais après, la journée, c'est celle qui lance l'opération. D'accord. Après, ça prend 6 mois. Oui. Le comité de pilotage, D'accord. etc. D'accord. Mais c'est décidé par les salariés. D'accord. D'accord. Donc vous ouvrez, vous dites votre rôle, c'est 2 choses. C'est construire une organisation qui organise la flexibilité et les flux entre les acteurs. C'est même plus que ça. Moi, mon rôle, j'ai d'autres rôles, j'espère, mais mon rôle à cet égard-là, c'est ce qui est fondamental, mais qui devrait être le rôle de tous les dirigeants, c'est de créer un environnement. Il faut créer un environnement dans lequel les gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça le rôle basique, je dirais, et le plus important. Et Dieu sait si après, pour le faire, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est créer un environnement qui doit permettre à tous les salariés de donner leur meilleur d'eux-mêmes. Et du coup, si vous voulez, donc on a aussi donné plus d'autonomie et de responsabilité aux ouvriers, qui ont vu évidemment leur salaire évoluer en conséquence, hein, c'est bien normal. Mais du coup, vous avez une énergie, une appropriation, une implication, un empowerment, comme on peut dire en anglais, qui n'a plus rien à voir avec Les gens ce que vous avez. comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Bien sûr, bien sûr. Alors on a écrit, je vous ai oublié, en 2006, on a démarré en faisant avec les 800 personnes en France, hein, avec les 800, là aussi ça a duré 6 mois, on a travaillé sur nos valeurs, sur nos principes, sur notre projet, etc. Donc là aussi, vous mettez tout le monde dans un amphi. Oui, bien sûr. Et on lance et ça prend De toute aussi. façon, une des grandes leçons, enfin moi j'avais déjà, parce que moi j'ai eu d'autres vies, j'ai fait des plans sociaux, et je suis sorti toujours de ça, pas forcément meurtri, mais toujours avec le sentiment qu'en fait c'était que reculer, quoi. C'était que reculer, qu'on ne traitait pas vraiment les problèmes. Et une des convictions que je porte, ça c'est une évidence, mais chez nous aussi, hein, c'est que vous ne transformez pas les choses si vous ne le faites pas avec les gens. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une unité, hein, mais il faut le faire avec les gens. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace derrière. Ça marche. Parce que je dirais, la machine se met en route beaucoup plus facilement. Donc, toute l'information financière est transparente chez nous. Elle est donnée à tout le monde tous les mois. Toutes les réunions internes sont accessibles à tout le monde. Ah oui, donc on dit tiens, il y a réunion de machin, tel les gens sujet. connaissent la liste, ils ont envie de venir, ils viennent. D'accord. Il n'y a pas de réunion interne, hein, parce que quand c'est externe, c'est plus compliqué. Oui, Mais toutes les réunions internes sont accessibles à tout le monde. tout le monde peut. Tout le monde peut venir. Et on se rend compte que ça se régule au fil du temps. En fait, au début, il y a du monde, il y a quelques curieux. Et puis, à la deuxième réunion, il y en a un peu moins. Et à la troisième, ça commence à aller, parce que les gens, ils viennent quand ils ont quelque chose à dire. Quand ils n'ont rien à dire, ils ne viennent pas. Mais ils peuvent venir pour entendre aussi. non? Oui. Mais enfin, vous vous rendez compte que les gens viennent, si vous voulez, à un moment, entendre c'est bien, mais si vous ne participez pas activement, les gens, à un moment donné, ils sentent bien que, voilà, c'est compliqué. Leur utilité. Ben voilà, exactement. Et comment vous évaluez chaque personne alors? On fait Pas d'évaluation, c'est fini. On a fait ça. On fait Voilà. des évaluations collectives. Moi, on a fait des entretiens annuels. On a arrêté tout ça. Il n'y a plus d'entretien annuel des Non. En tout cas, il n'y a plus d'entretien formel, si vous voulez. On est dans l'entretien. Le manager, le leader, alors nous on appelle ça plutôt les animateurs chez nous, passe du temps avec les gens avec lesquels il travaille. Et Ça chaque se fait au jour, fil on de dit, l'eau. tiens, Ça se fait au fil de l'eau. Pourquoi tu fais pas ça, Important quoi. pour tout ce qui est cadre, par exemple, la politique salariale, les rémunérations ne sont pas décidées par le supérieur hiérarchique. Parce qu'il reste quand même un peu d'hierarchie, hein, forcément, mais elles ne sont pas décidées. Bien sûr, il peut être un acteur, il va donner son avis, bien sûr, l'animateur en question, mais c'est pas lui qui décide. Justement, pour séparer, si vous voulez, cette notion de... C'est un peu si vous voulez, le symbole ultime de l'autorité, qui est dire, Je décide. je décide, Et là, vous tu as dites, fait une bonne année, je vais te donner plus 5. Moi, tu as fait une année moyenne, c'est pas terrible, je vais te donner plus 2. Voilà, donc ça, c'est terminé chez nous. Bien sûr, l'animateur, le manager, a recommence. son mot à dire, recommande, etc. Mais c'est une équipe qui décide, c'est un collectif qui décide, c'est pas le manager en direct. Et donc, Et donc c'est l'équipe pour les cadres, c'est l'équipe des rémunérations ou c'est autre chose encore? Non, c'est l'équipe des rémunérations. C'est l'équipe des rémunérations. Là, on est en plein processus et les cadres viennent, si vous voulez, se présenter à cette équipe. Et ils viennent, écoutez, moi je veux, voilà, en disant, moi je veux plus 5, voilà pourquoi je veux plus 5. Et puis
Ouais, ils passent tous comme ça, les uns D'accord. derrière les autres. Ouais. D'accord. Là aussi, c'est une équipe qui tourne, etc. Et moi, je veux Mais c'est en indice seulement, donc on connaît, les salaires ne sont pas transparents. Pour l'instant, on n'a pas encore allé jusque-là. Et certaines sociétés le font, bon, nous, on n'a pas encore été jusque-là. Je pense qu'on n'est pas encore assez mûr pour ça. Alors, on a arrêté les budgets. Pourquoi on n'est pas assez bien? Qu'est-ce que- Bah, si vous voulez, parce que enfin, le salaire, c'est quand même... Il y a quand même une dimension individuelle derrière le salaire, si vous voulez, et le fait qu'il soit transparent et connu de tous, je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu difficile. Mais je pense qu'on va y arriver, enfin, en tout cas, clairement, c'est vers là qu'on veut aller. D'accord. Je pense que c'est encore un peu tôt. On a commencé de Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est tôt et qu'est-ce qui vous fera dire que Parce c'est... que je sens bien, si vous voulez, que Les gens n'osent pas en parler, ils sont gênés. Ouais, ils sont gênés, ils n'osent pas en parler, qu'ils ont quand même encore une démarche très individuelle, ce qui est normal. Hein. Donc chacun défend son bout de gras Ouais. et donc ça crée quand même un certain nombre de tensions autour de cette salaire, Ouais. si vous voulez, qui sont normales d'ailleurs. Hein. C'est normal. Donc, on a arrêté les budgets, par exemple. On fait plus les budgets. C'est Ça, quoi on fait, alors on fait le budget pour l'actionnaire et pour les banques, mais on fait plus le budget Ouais. en interne parce que vous y passez 4 mois. C'est 4 mois de négociation, et je vais dire, c'est du plus 5, bah, non, ça va être difficile l'année prochaine, je ne vais pas y arriver, et du plus 3, c'est une négociation infernale. On met des bonus là-dessus, on arrête les bonus sont variables, ont été réintégrés dans le salaire chez nous. Mais le budget, quand vous êtes au budget, si vous voulez, soit vous avez eu un coup de bol faramineux, c'est que vous avez fait une super prévision, ça peut arriver, d'avoir un peu de chance. L'oracle. Voilà. Soit même si vous êtes au budget et que vous êtes très bon prévisionniste en l'occurrence, c'est pas pour ça que vous êtes performant. Si vos concurrents feraient beaucoup mieux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc nous, on travaille beaucoup plus sur l'amélioration continue, sur le benchmark, interne et externe. C'est ça qui compte. Si vous êtes budget, c'est pas parce que vous êtes budget que vous êtes bon. Donc ce qui compte, c'est vous comparer par rapport à ce que vous avez fait vous l'année dernière, d'accord, et par rapport évidemment au marché qui vous environne. Donc, alors à 3 ou 4 ans, inutile de vous dire que on a fait 1500 dans ma vie, il doit y en avoir 1499 qui sont faux, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, on travaille sur les scénarios, c'est-à-dire on peut réfléchir sur 4 ou 5 ans, quels sont les 4 ou 5 scénarios qui peuvent impacter de façon majeure notre business. Et comment est-ce que l'entreprise est prête à réagir, ou comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose pour qu'on soit prêt à réagir si jamais un de ces trucs se passe. Ça, c'est intéressant. Mais de savoir quel biscuit je vendrai dans quel territoire dans 3 ou 4 ans dans le monde qui change tel qu'il est maintenant. C'est Free est arrivé sur le marché de l'immobilier, vous savez ça. En 2 mois, ils ont pris 3 millions de clients. Ils ont bouleversé le secteur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un Free dans la mutuelle qui arrive demain? S'il y a un Free, il y a un biscuit demain. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de réfléchir à ce genre de cas de figure-là. Et vous avez des équipes qui travaillent au scénario? Comment ça marche? Tout le monde y travaille? Non, ça c'est une équipe rapprochée de 4 dirigeants qui travaillent là-dessus. D'accord. Ouais, bon, donc ces sujets-là sont, pour l'instant, traités dans une équipe. Et les décisions que vous prenez, donc ça s'inscrit en fait, les décisions, est-ce que vous en avez pris longtemps à l'avance ou finalement? De là vient, si vous voulez, par exemple, toutes ces décisions, enfin une bonne partie des décisions que je viens de vous, enfin, des actions très concrètes viennent de là. Parce qu'en réalité, on pense que c'est comme ça que l'entreprise est beaucoup plus flexible et beaucoup plus agile. Bien sûr. Là, on l'a multiplié par donc une quinzaine d'équipes, si vous voulez, de petites équipes, un peu esprit start-up, qui décident. Ça vient de la logique des scénarios. Pardon ? C'est la logique des scénarios qui vous a... Oui, bien sûr, qui nous a a... amené à se dire, tiens, on a besoin, en tout cas, un des points, c'était, dans un des scénarios, c'était, il faut qu'on ait une organisation beaucoup plus agile. Parce que s'il se passe quelque chose, donc comment est-ce qu'on peut être agile? Donc ça, c'est un des exemples. Les petites équipes qui ont été installées. Il y a un autre exemple, c'est qu'on a, par exemple, on consacre, pour l'instant, c'est pas assez encore à mon goût, on démarre, on consacre à peu près 1% de nos ressources. C'est quoi nos ressources? C'est essentiellement les salariés, les salaires, donc, les consultants, si on en a, et puis les CAPEX, les investissements. Et ça, à l'échelle de la France, ça fait une quarantaine de millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on consacre 400 000 euros, ce qui est vraiment pas grand-chose à l'échelle de l'entreprise, à